l'avez expliqué, ce travail s'inscrit dans une recherche sur la contre-culture depuis un certain temps et la communication ici me permet de me demander s'il existe une communauté de la contre-culture. Donc, long titre. Merci. L'ouvrage de Roberto Esposito, intitulé Communitas, publié il y a 15 ans, débute ainsi. Rien ne semble plus à l'ordre du jour qu'une pensée de la communauté. Rien n'est plus exigé, réclamé, annoncé par une conjoncture qui allie, au sein d'une seule et même époque, la faillite de tous les communismes à la misère des nouveaux individualismes. Rien pourtant n'est moins imminent, rien n'est à ce point éloigné, reporté, renvoyé à un temps encore à venir, à un horizon lointain et indéchiffrable. Si Antonio Negri et Michael Hart ont tenté, avec le concept de multitude, d'exprimer une pensée de la communauté qui témoignerait de l'expérience contemporaine, il semble que l'idée de produire une société idéale a été délaissée, écrit Badiou, en pensant à la communauté désœuvrée de Maurice Blanchot et Jean-Luc Nancy, ainsi qu'à la communauté qui vient de Georgia Gamble. Cette difficulté de proposer une conception nouvelle de la communauté n'est pas étrangère au sentiment douloureux que le champ des possibilités semble plus restreint qu'auparavant, que l'on assiste à une déshumanisation politique ou à une fin du social, pour reprendre l'expression de Jean Boudrillard. La nécessité et l'urgence de penser la communauté, l'impression que les relations humaines sont en péril, se retrouvaient déjà chez les auteurs liés au phénomène de la contre-culture dans les années 60 et 70. Le philosophe Théodore Roszak, dans l'introduction de son ouvrage intitulé « The Making of a Counterculture », écrit par exemple qu'il faut s'opposer à l'installation définitive d'un totalitarisme technocratique au sein duquel nous nous retrouverons adroitement conditionnés à une existence totalement étrangère à tout ce qui a jamais pu faire de la vie humaine une aventure intéressante. Si la résistance de la contre-culture échoue, je crois qu'il ne nous restera aucune autre perspective que ce qu'on prédit un Huxley ou un Orwell. Donc, pour bien des auteurs associés à la contre-culture québécoise, qu'il s'agisse de Patrick Strachan, Denis Vanier, Gilbert Langevin, Jean Basile ou Paul Chamberlain, l'organisation moderne de la société est responsable d'une réduction des libertés, de la dissolution des relations sociales, de même que d'une instrumentalisation de l'homme à des fins économiques. Nombreux partagent le constat dressé par Herbert Marcuse, qui, en 1972, dans son ouvrage intitulé « Contre-révolution et révolte », écrivait « Sous le masque technologique, sous le masque politique de la démocratie, apparaît la réalité de la servitude universelle, la dissolution de la dignité humaine en une liberté de choix préconditionnée. Et la structure du pouvoir n'est plus sublimée dans le style d'une culture se voulant libérale, elle n'est même plus hypocrite, ne sauve même plus des apparences polies l'enveloppe de la dignité. Elle est brutale, elle ne prétend plus le moins du monde à la vérité et à la justice. Certes, en tant que phénomène social, la contre-culture est une période d'émancipation, de liberté nouvelle. Il suffit en effet de penser à la prise de drogue, au rapport décomplexé à la sexualité, à la découverte des spiritualités orientales, au retour à la terre. Au niveau littéraire, toutefois, les acteurs associés au phénomène de la contre-culture semblent former une communauté négative, habitée par la mort, la destruction, et dont l'art nouveau ne peut venir que comme saisi de la ruine. Je me propose d'observer le désir de communauté de ces auteurs tenaillés par l'impression pénible que tout effort pour changer le monde est condamné à l'échec. Ne formant ni une véritable école, ni un mouvement littéraire, ces écrivains se regroupent autour d'un contre, d'une opposition, et font preuve d'une exigence partagée envers l'écriture. Car, pour ces derniers, écrire doit participer à la dissolution, celle des institutions, de la culture, de l'histoire, de la littérature et de soi-même aussi. Tout se passe comme si la communauté n'était pas soudée par des valeurs communes, des convictions, une vision de l'avenir, mais était réunie par un sentiment d'absence, de manque et de dépossession. Seule une recherche d'écriture, une restructuration du langage poétique, échappant à la récupération des pouvoirs politiques, permettrait une restructuration du monde. Une fatigue pèse sur les auteurs de la contre-culture tels que Langevin, Vanier, Strachan et Basile. Ce dernier écrit d'ailleurs « Je crois que la contre-culture a surgi au moment même où le monde semblait las de vivre pour lui redonner l'envie de recommencer. » Basile considère que la poésie de Denis Vanier est une poésie d'un monde fini.
alors que l'inespérance de Gilbert Langevin lui semble constituer un exil. Patrick Strachan souffre d'une terrible solitude dans ce, je cite, « Québec qui se désintègre ». C'est au cœur de ce champ de ruines que se rassemble une communauté de combat radicalement désœuvrée. Ces écritures ont en commun un désir de dépouillement, se manifestant de diverses manières, comme nous le verrons, mais aussi le rejet et la critique de toutes les institutions. Pour cette communauté abattue et alanguie, toute forme de tradition, de groupement et d'organisation constitue une mascarade, une manifestation du pouvoir et de la servitude. Les critiques fusent contre les gardiens de la morale. La dénonciation d'une trinité du pouvoir, financier, politique, policier, est constante. Jean Drapeau et Pierre-Éliott Trudeau font partie des cibles favorites. On assiste à l'émergence de l'écologisme, de même qu'à la condamnation de la guerre du Vietnam et de l'impérialisme américain. L'expression de la désapprobation du nationalisme québécois et du Parti québécois est fréquente. La critique contre-culturelle d'un auteur comme Paul Chamberlain ne se limite plus aux frontières du Québec, mais s'étend à toute la culture occidentale. En juin 1969, dans la revue Socialisme, ce dernier écrivait en effet « Colonialisme, Ottawa, impérialisme, Washington, bourgeoisie nationale, Québec et néo-bourgeoisie nationale, PQ. Seule la jeunesse québécoise peut refuser en bloc tout de l'oppression. C'est la révolte seule qui est créatrice de lumière. » On constate à la fois dans ce passage l'usage fréquent à l'époque d'un vocabulaire emprunté au marxisme, un autre évoquant la spiritualité hippie. Pour Chamberlain, la contre-culture est indissociable d'une pensée politique. Ce dernier élude ainsi les contradictions que certains marxistes plus scrupuleux tenteront de relever. Dans Chronique, Léopold Roy écrit « Si les contre-culturels ont eu au départ une attitude positive en critiquant la culture officielle et ses idoles, ils ont eu tort de ne pas comprendre qu'ils ne pouvaient la combattre que par une théorie et une pratique de la culture qui n'ignore pas l'apport du matérialisme historique et dialectique, d'une pensée et d'une pratique du prolétariat. » Or, pour Chamberlain, qui avait été, on le sait, l'un des fondateurs de la revue Parti pris, c'est par fidélité à l'idée de révolution que le poète traverse du côté de la contre-culture. L'institution littéraire est aussi l'objet des attaques des tenants de la contre-culture. Jean Leduc s'en fait une spécialité, et nombre de ses textes attaquent énergiquement Lise Gauvin, François Ricard, Jean-Guy Pilon, Philippe Eck, Normand de Bellefeuille, ainsi que les revues Liberté et Études françaises. À vrai dire, tout rassemblement, tout groupement leur paraît suspect. Ainsi, à propos de la Rencontre internationale de la contre-culture, qui s'est tenue à Montréal en 1975, Pierre Léger écrit « Dans un grand salon littéraire réservé pour une semaine dite de la contre-culture. Il y a là des journalistes, des journalistes, des marxistes, des maoïstes, des pacifistes, des beat générationnistes, des pique-niquistes, des women libristes, des rigoristes, des friquistes, là je coupe. Chaque étiquette a même ses ultras, ses rétros, ses infras, ses postes, ses paras. » Il poursuit en dénonçant ce petit monde à clic et à clac où tous et chacun semblent être en possession hystérique de la vérité. En fait, parmi les caractéristiques de la contre-culture, on retrouve la revendication d'individualité, la recherche d'originalité, la valorisation de la différence et la méfiance envers les groupements. Si l'on peut certes identifier des références communes, philosophiques, littéraires, artistiques, musicales, toute véritable collectivité ou association semble impossible à envisager pour les tenants de la contre-culture littéraire québécoise. On ne peut imaginer un esprit de corps semblable à celui de la première ou de la deuxième génération des collaborateurs de la revue Liberté, par exemple. Contrairement à ce que peuvent laisser croire certaines des critiques formulées à l'endroit de la contre-culture, les auteurs que l'on associe à ce phénomène ne proposent aucunement une culture qui s'érigerait en parallèle à celle dite officielle. En fait, ceux-ci ont plutôt le sentiment, comme je l'ai mentionné, d'appartenir à un monde en ruine. Ils visent à liquider les symboles de la culture dite officielle. Il est temps pour eux de s'éloigner du fonctionnalisme, de la spécialisation, du conformisme, de la stérilisation de l'esprit, afin de favoriser la créativité, de conquérir sa liberté par l'entremise d'une démarche profondément individuelle. Pierre Vadeboncoeur écrivait en ce sens qu'il s'agissait d'une révolution sans chef et sans doctrine.
C'est ainsi que la contre-culture se caractérise par sa dimension expérimentale et par sa volonté de faire place à l'imprévu. Celle-ci, comme le souligne Jean Basile, prend, je cite, « la forme archaïque d'une nouvelle civilisation ». De même, Patrick Strachan émet le vœu d'une culture qu'il nomme « histoire totale », sans doute après Henri Lefebvre, pouvant rendre compte de l'entièreté de l'expérience humaine. En 1972, dans un numéro de la Barre du Jour, il écrit « Une histoire totale mettrait fin à la stagnation de la pensée historique, à son recul devant l'idéologie anti-historique. Elle comprendrait une histoire des besoins humains et même, pourquoi pas, des désirs, des rêves. Elle reprendrait ainsi l'idée marxiste de la production de l'homme par lui-même. » Donc l'heure est à l'expérimentation et la nécessité d'adopter une perspective personnelle, libérée des doctrines, des idéologies, s'impose. L'ouvrage de Pierre Vadeboncoeur, intitulé « Indépendance » au pluriel et publié en 1972, permet de mieux comprendre la contre-culture. En fait, je dirais que c'est même l'un des meilleurs livres sur la contre-culture au Québec. Donc, permet de mieux comprendre la contre-culture, mouvement que l'auteur qualifie de critique nouvelle et nécessaire. Critique primitive, selon l'essayiste, dans la mesure où elle s'échappe encore à l'histoire. Elle échappe encore à l'histoire. Soulignant son caractère aberrant par rapport au système jusqu'alors existant, la contre-culture est pour Vadeboncoeur un phénomène pur, suscité par l'expérience et précédant les idées. Vadeboncoeur espère assister à l'émergence d'une communauté inédite, plus clairvoyante, douée d'une sensibilité exacerbée. Il écrit « Nous ne sommes pas de notre temps, c'est sûr. Notre retard par rapport à la période actuelle nous permet seulement de désirer d'une manière plus aiguë que d'autres ces choses mêmes que l'époque à venir aura sacrifiées sur l'autel du progrès. En retard, nous sommes peut-être en avance. Nous sommes, quant à nous, au point de transition, au temps initial de la déshumanisation politique. » Cette idée se retrouve aussi chez Strachan et Basile, ce dernier préconisant une nouvelle vision historique qui, cette fois, ne s'intéresserait plus aux dates, mais bien aux ensembles. Donc, ce désir d'échapper aux institutions, à l'histoire, s'accompagne aussi d'une méfiance envers la littérature elle-même. En effet, les écrivains aspirent à une forme de dépouillement qui se manifestera dans leurs écrits. Yves Robillard considère, comme il l'écrit dans Québec Underground, que l'on peut qualifier de contre-culturel, je cite, « toute expression artistique qui cherche à sortir résolument de ou des médiums dans lesquels elle s'était traditionnellement cantonnée. » Ainsi, la littérature doit-elle se transformer, se renouveler, abandonner les genres et les formes traditionnelles. Cette nécessité d'effectuer un travail sur le langage, les écrivains de la contre-culture l'ont bien comprise, ce qui en résultera en une multiplication d'expérimentations diverses. La plupart des tenants de la contre-culture, jugeant la tradition littéraire dépassée, éviteront complètement d'utiliser le terme littérature et le remplaceront par écriture ou par pratique textuelle. C'est le cas notamment de Patrick Strachan qui justifie ainsi ce choix, je cite, « écriture ». Je tiens essentiellement à ce terme qui, pour moi, en finit une fois pour toutes avec toutes les appellations contrôlées, romans, poèmes, essais, pamphlets, etc. Voilà qui ne veut plus rien dire aujourd'hui, rien. Plusieurs répudieront ainsi les genres établis et viseront à atteindre un art total, intégrant dessin, photographie, coupure de journaux. Donc la contre-culture littéraire au Québec se rallie autour d'une semblable exigence envers l'écriture. Les textes qui en sont issus adoptent une multitude de formes, certes, mais tendent souvent vers le dépouillement, le mineur, voire même, dans certains cas, l'effacement, la disparition. Nul veut, dans ses écrits, de passer à l'histoire. Au contraire, ces textes se veulent le plus souvent ancrés dans le présent, le journalier et parfois même l'anecdotique. Nombre d'auteurs ont en commun d'aspirer à une écriture de la révélation, de la divulgation, de la dénonciation, que ce soit celle de la violence du monde, des mensonges de la raison, des lois qui assujettissent l'écriture ou des dictats du quotidien. Des œuvres aussi différentes que celles de Denis Vanier, Gilbert Langevin, Victor Lévy-Beaulieu témoignent le plus souvent d'une plongée vers le bas, le vil, d'une exploration de l'urbanité dans ce qu'elle a de plus sordide. La parole de l'écrivain est portée par un désir d'apparition, de revendication d'une singularité, de même que par la menace du silence ainsi que de la mort.
Si l'on peut parler de communauté contre-culturelle, c'est notamment parce que ces acteurs sont animés par un désir d'effacement. Des écrivains comme Paul Chamberlain et Jean Basile recherchent une forme de primitivité par l'écriture, un retour à la nature ou à l'enfance. On retrouve chez ces derniers l'impression que la société, en privilégiant la raison, ne se préoccupe pas suffisamment des besoins fondamentaux de l'homme. À partir de 1974, le sens de la révolution change pour Chamberlain. J'en parlais plus tôt. Celui-ci ne rejette pas Marx ou Lénine à partir des années 70, mais vise une pensée qui ne serait plus près des désirs, des sensations et du rêve. Je le cite, « Je me trompais tant que je faisais une différence entre le petit livre rouge et Alice au pays des merveilles. On ne sépare pas la révolution du rêve. » La dimension combative de la poésie est toujours présente, mais elle est moins politique que culturelle dans un sens plus large. Écrire constitue un geste de libération offert à tous, se rapprochant de l'acte, du geste, de l'événement, et s'éloignant de l'idée d'œuvre littéraire. L'auteur est mort pour Chamberlain, qui déclare que tout le monde est écrivain parce que tout le monde parle. D'autres auteurs écriront malgré, sans et contre la littérature. Ils interrogeront les genres littéraires et s'opposeront à ce que l'on nomme alors la parole dominante. C'est le cas de Jean Leduc, qui effectuera des expérimentations formelles empruntant la poésie concrète, mais aussi de Nicole Brossard, alors considéré comme un auteur phare de la contre-culture par les collaborateurs de Beau-Québec. C'est par l'importance accordée à la transgression d'écriture que Brossard est associé à la contre-culture. Sa démarche s'inscrit dans un processus de désidentification qui permettrait d'échapper à la pensée et au langage phallocratique. De même, on relèvera toute une série de textes de Patrick Strarham, Pierre Léger, Louis Geoffroy et dans une certaine mesure Michel Beaulieu, qui tentent de cerner l'expérience intérieure, humaine et commune dans les détails du quotidien. Ceux-ci ressemblent à des chroniques, à des journaux intimes, dans lesquels se bousculent, comme sous l'impulsion d'un stream of consciousness, je cite Strarham ici, des écritures tout genre éclatées, désirées d'almanachs autobiographiques, mais avec le plus possible de citations, comme le grand projet de Nietzsche était de réussir intégralement l'alliage poésie-philosophie. L'écriture autobiographique de Patrick Strarham comporte de multiples références à la philosophie, mais aussi à la vie quotidienne. Si ces écrits peuvent sembler narcissiques, c'est que, pour Strarham, la perspective individuelle parvient à rendre compte de la seule totalité valable, pour reprendre l'expression d'Henri Lefebvre. C'est d'une certaine manière ce que l'on retrouve dans cette écriture qui évoque le kaléidoscope. Or, dans ces textes composés de fragments qu'il désigne sous le nom d'écriture, du graffiti, Strarham s'efface. Cela semble paradoxal étant donné l'investissement biographique considérable qui est à l'œuvre dans ses écrits. Pour Strarham, le dévoilement autobiographique est une désidentification. L'affirmation de l'individualité est le seul moyen de participer à la vie de la cité, mais celle-ci implique aussi une dissolution du soi parmi les signes du monde. Dans les écrits autobiographiques de l'époque, on relève partout le désir de s'effacer, ainsi qu'une tension vers la négation, le refus. Dans un ouvrage comme « Embarque mon amour », rares sont les lecteurs de cet ouvrage de Pierre Léger, les références à son anti-livre, à une anti-écriture, à la volonté de mettre fin à la parole écrite et de s'éloigner de la mémoire sont nombreuses. Dans ce livre-journal, Léger en appelle à une anti-écriture et à se désécrire, cette idée qu'on retrouve aussi chez VLB, car, je cite, « Je veux apprendre à désécrire pour mieux trouver mes écritures ». Donc, ces textes associés à la contre-culture donnent l'impression d'avoir été rédigés par les membres d'une communauté assaillie par le doute, hantée par la mort et surtout terriblement angoissée par le présent. Partout, l'on perçoit la croyance douloureuse qu'il faut s'éloigner à tout prix du passé, sauf peut-être sous sa forme idéalisée, utopique, mais qu'un avenir meilleur est improbable. Nous sommes dans une pièce obscure dont nous tâtons les murs pour y découvrir une issue, écrit Pierre Vadeboncoeur dans l'Indépendance. Pour tous ces écrivains, seule l'écriture semble susceptible d'offrir une libération. Il est évident pour ceux-ci que le peuple manque, pour reprendre la célèbre formule de Gilles Deleuze, que la communauté ne peut être qu'à venir, que c'est du côté de l'expérience vécue
immédiatement humaine, intuitive, instinctive, qu'il faut espérer la liberté. En fait, si ces textes n'apparaissent jamais véritablement fondateurs d'une communauté, on voit néanmoins, notamment par le biais de revendications communes, se déployer un sentiment de contemporanéité. Si pour ces auteurs, comme pour nous peut-être, l'horizon semble lointain et indéchiffrable, pour reprendre les mots de Roberto Esposito, ces derniers ont néanmoins tenté, par la littérature, de redonner une place, de redonner forme au champ des possibles. Merci.